Bonjour et bienvenue au Studio Aérocosmos dans lequel nous avons la chance aujourd'hui de recevoir le lieutenant de vaisseau Arthur pour parler du Rafale, de l'évolution du Rafale. Arthur, bonjour. Bonjour. Tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr. Je suis rentré dans la marine en 2008 en tant qu'officier sous contrat et au PAN. Et j'ai ensuite déroulé toute la formation pour passer une dizaine d'années sur Rafale dans les forces, avec plusieurs déploiements sur le porte-avions. Et un petit passage en tant qu'instructeur au profit de l'armée de l'air et de la marine. Et je suis aujourd'hui affecté à l'état-major de la marine à Ballard, dans le bureau programme Rafale, où on pilote et on suit toutes les évolutions capacitaires sur le Rafale. C'est-à-dire également sur la version actuelle, le F3R, ou alors c'est vraiment le déploiement du F4? Donc il y a plusieurs parties. Le F3R continue à être piloté parce qu'il a besoin d'une surveillance et d'un pilotage pour s'assurer que les forces ont tous les matériels pour travailler proprement et être opérationnellement prêts. Et ensuite, aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur le Rafale F4, qui lui aussi plus dans du pilotage que de la réflexion. Et puis ensuite, derrière, on a le Rafale F5 où on est encore dans la partie réflexion. Concrètement, le F4, il doit arriver à partir de quand? Alors le F4 est déjà là. La marine, on a une flottille complète qui vole sur F4 depuis le début de l'été à peu près. Et ensuite, on a plusieurs jalons de déploiement progressif. Et on aura une mise en service opérationnelle, donc le Stempel final de la marine qui considère que toutes les capacités sont reçues, fonctionnelles et disponibles dans les forces, qui elle sera plutôt aux alentours de 24-25. Le premier point sur lequel la marine insiste beaucoup, c'est toute la dimension autour de la connectivité. On dit maintenant que le Rafale, alors oui, avant il y avait de la communication, il y avait de la L16, il y avait plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a de réellement nouveau avec en particulier ce qu'on appelle la LAM? Alors, on a des évolutions, on parle de travail collaboratif, plus de connectivité. Et dans la partie collaborative autour de la LAM, c'est des choses un peu sensibles dans lesquelles je ne vais pas pouvoir rentrer trop en détail, qui sont surtout très souveraines. Elles tournent beaucoup autour du météore notamment, où là chaque pays va aller travailler de manière un petit peu différente. Le Météor, on va préciser, c'est le missile RR très longue portée qui a aujourd'hui la meilleure no escape zone du monde. C'est-à-dire que c'est le missile qui est le plus efficace en RR. Il n'y a pas de concurrent équivalent pour l'instant. Alors c'est effectivement un missile très efficace. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le saut générationnel du Mika au Météor, il est extrêmement important. Je pourrais peut-être un petit peu exagérer, mais c'est un petit peu comme quand les pilotes sont passés du Fox One au Fox 3, des missiles actifs à des missiles semi-actifs. C'est dans la doctrine d'emploi et la façon d'employer le missile, c'est extrêmement différent. Donc ça demande une grosse prise en main. Et la partie collaborative qui est introduite avec le standard F4 va représenter un énorme travail de prise en main. Pour quand même en parler un tout petit peu sans rentrer dans le détail, cette partie collaborative, elle va permettre c'est vraiment ce mot qu'il faut garder, collaboratif, c'est de partager l'évaluation de la situation de plusieurs avions, partager les capteurs et partager le travail et la charge de travail sur plusieurs avions et plus un seul avion. Et ça veut dire aussi qu'on peut faire de la désignation d'objectifs. Par exemple, un Rafale va identifier une cible et c'est un autre avion qui va tirer le missile? Alors ça c'est déjà le cas via la L16. On peut se partager énormément de choses via la L16. La L16 néanmoins n'est pas souveraine et ça c'est tout le volet connectivité qui arrive avec F4 où on va, et puis après F5 où on va plutôt aller chercher de la souveraineté dans le partage d'informations. Si on regarde du côté des capteurs, on parle du retour de l'IRST. Le Rafale, il avait une capacité d'observation infrarouge. Qu'est-ce que va apporter l'IRST? Alors aujourd'hui, l'IRST tel qu'il va être déployé sur le standard F4 va apporter une capacité à la veille et à la recherche et du coup va pouvoir aider dans toute la partie détection d'avions qui vont être ce qu'on appelle LO et VLO, donc qui vont avoir une observabilité un peu plus faible et donc va venir boucher quelques trous on va dire, de détection du RBE2. Et donc on va pouvoir récupérer une détection sur la plupart des choses qu'on espère avoir en face. Le RBE2, donc c'est le radar. Ouais. Très concrètement, c'est-à-dire que face à un avion avec une furtivité ou alors une observabilité faible, là on pourra le détecter de manière infrarouge. C'est ce qu'on va rechercher avec l'IRST. Le RBE2, c'est un radar Doppler, il recherche du métal qui va vite. Et donc avec la furtivité chez nos concurrents stratégiques, eh bien, on a une surface équivalente radar en face de nous, du métal de plus en plus petit et des vitesses équivalentes de plus en plus faibles.
Le RBE2 a reçu beaucoup de traitements et va continuer à en recevoir pour aller chercher des SER de plus en plus faibles et des vitesses de plus en plus faibles. Mais pour être sûr de bien balayer tout le spectre en vitesse et en SER, on a aussi rajouté une capacité de détection infrarouge qui va nous permettre de détecter ces avions furtifs. Et ça veut dire qu'on peut même accrocher une cible en infrarouge et tirer un missile sur une cible, ou alors c'est vraiment juste de la détection de la situation? Alors ça, il faut le remettre dans le contexte du Rafale, où c'est très rare qu'on tire sur une piste qui n'existe que via un seul capteur. On a aujourd'hui, le Rafale, lui, il fusionne tous les capteurs pour créer une piste, et c'est vraiment vers ça qu'on veut tendre. Donc oui, l'IRST peut être la source de détection primaire, mais après on va aller fusionner, on va permettre, cette détection initiale de l'IRST va permettre d'amener d'autres capteurs sur cet endroit du ciel, et d'aller chercher une détection, et de consolider cette piste et de lui offrir d'offrir une désignation d'objectif au pilote bien plus précise. Mais ça implique forcément de se découvrir, parce que l'IRST est passif, ça évite d'émettre des ondes et donc d'être détecté. Est-ce qu'on peut imaginer de cumuler le capteur infrarouge IRST du Rafale avec les ondes d'un AWACS qui serait beaucoup plus loin, par exemple? Alors oui, tout ça c'est possible, ça c'est du domaine de l'emploi, de la doctrine d'emploi, c'est un peu moins mon travail. Moi je m'occupe du Rafale lui-même. Je m'occupe du Rafale lui-même et après on verra comment on l'emploie, mais oui, c'est ce genre de choses, c'est ça qu'on appelle le travail collaboratif et la connectivité à l'échelle F4 et F5. Il y a un autre grand domaine dans lequel il y a une avancée qui est majeure, c'est le viseur de casque. Alors, le casque aujourd'hui, il servait à quoi si on ne pouvait pas viser? Alors le casque, il est primordial pour la protection du pilote, pour la protection en cas de collision aviaire par exemple. Il nous protège du bruit dans le Rafale qui est très fort. Il nous permet d'avoir le masque. Donc c'est une notion aujourd'hui, le casque, c'est une notion de confort et de protection. Le viseur de casque, lui, il va vraiment apporter cette capacité à aller viser quelque chose, que ce soit dans le ciel ou à terre, et du coup offrir des capacités de désignation. Pour expliquer de manière très concrète, par exemple, aujourd'hui, quand on fait un travail de casse, de support de troupes au sol, on regarde dans notre pod de désignation laser et on a une petite image, très résolue aujourd'hui grâce au Talios. En revanche, c'est toujours compliqué de faire le lien avec ce qu'on va voir au sol. On voit quelque chose dans notre petit écran, quelque chose de défini, et quand on a besoin de voir un petit peu, de dézoomer, eh bien, c'est compliqué, on est obligé d'utiliser... le pod ne peut pas dézoomer autant que possible, donc on va être obligé d'utiliser d'autres choses, des cartes, etc., pour aller faire le lien avec le sol. Ok, c'est tel rond-point, c'est telle montagne, ok, c'est bon, je vois le camion que j'étais en train de traquer avec mon pod. Aujourd'hui, on va avoir un partage de ces informations entre le viseur de casque et le pod, et en fait, on va voir, dès qu'on va regarder à peu près au bon endroit, on va voir un petit rond qui va se mettre sur ce qu'on a dans le pod. Et du coup, on a un partage, on a une continuité entre nos écrans et ce qui se passe devant nos yeux. Donc c'est vraiment ça. Et après, il y a tout le volet réalité augmentée, hein, c'est ça que c'est un viseur de casque, ça reste uniquement ça. Mais le vrai apport, c'est cette continuité entre nos capteurs et notre œil. Aujourd'hui, nos capteurs, ils ne sont que devant ici. Nous, on a un cou qui peut bouger et on va pouvoir permettre de récupérer cette information et de la projeter ailleurs que dans les écrans. Et est-ce que quand on dit viseur de casque, ça veut dire qu'on peut accrocher une cible, oui, bien sûr, la voir et donc appuyer sur le bouton pour tirer dessus? Oui, c'est complètement l'objet. Ouais. C'est complètement l'objet, c'est de ne plus avoir besoin de mettre ces capteurs en face de quelque chose, c'est d'utiliser notre cou qui est bien plus mobile. Tu as évoqué le pod de désignation, le Talios. Il remplaçait déjà, ou il était complémentaire avec le Reco NG. Est-ce qu'il y a encore des améliorations dans le domaine des pods qui sont prévues? Alors oui, donc le Talios est arrivé depuis 2 ans à peu près. Il va suivre tout le standard F4 en développement. Les principaux avantages du Talios par rapport au valeureux Damoclès, ça va être la résolution, on a une bien meilleure image. On va récupérer des informations en couleur aussi, d'ici 1 an à 2 ans à peu près. Et ensuite, il va, comme tu l'as dit, reprendre tout doucement des missions de reconnaissance. Donc initialement juste une partie du spectre de notre ancien pod Reco NG. Et ensuite on va transférer la responsabilité de la Reco NG vers le successeur du Talios qui s'appelle le pod TNR. Okay. Enfin TR, pardon, donc pour Target et Reconnaissance. Donc ce pod TR viendra prendre les 2 missions, donc la mission de targeting, de désignation de pistes au sol, et la mission de reconnaissance. Qui sont aujourd'hui du coup assurés par 2 pods complémentaires? Aujourd'hui, si on veut faire de la reconnaissance stratégique, donc de loin, avec une bonne résolution, on a besoin du pod Reco NG.
Ce pod Roco-NG, il est là depuis un certain temps, il est amené à disparaître d'ici, on va dire d'ici la décennie 2030 à peu près, et ces missions vont être récupérées tout doucement par le successeur du Talios. Et les travaux autour de la reconnaissance automatique de cibles d'opportunités, par exemple, on en parle beaucoup, cette intelligence artificielle qui serait embarquée, est-ce que ce sera déjà sur le Talios ou alors vraiment sur le TR? C'est pas des choses qui sont encore complètement définies. Comme je l'ai dit, le Talios il va accompagner tout le standard F4 et le standard F4 vient juste d'arriver, on en a encore pour quelques années. Néanmoins, c'est des choses qu'on est à peu près sûr de retrouver sur le successeur, sur le pod TR. Donc avec des algorithmes qui vont venir traiter l'image. On a besoin d'une bonne résolution pour ça, qui vont venir traiter l'image pour détecter automatiquement et ensuite reconnaître automatiquement des cibles dans l'image. Et traiter éventuellement la cible. Ah bah ça, après, ça reste à notre charge, mais c'est ça l'idée derrière, oui. J'en viens du coup aux armements embarqués. Aujourd'hui, alors le Rafale, il y a quand même une panoplie qui est assez intéressante, c'est-à-dire que c'est un des rares avions qui sait quasiment tout faire, de jour, de nuit, sur des véhicules en mouvement, enfin c'est quand même important déjà. Qu'est-ce qu'on ajoute comme nouvelle arme sur le F4? Alors sur F4, le gros ajout, c'est l'A2SM 1000 kg. Donc on va venir récupérer toute la flexibilité que nous offre l'A2SM, qui reste ce qu'on appelle une arme à... Enfin, donc l'A2SM, c'est une bombe qui est guidée GPS. Et ensuite, elle est déclinable en plusieurs poids. Donc on a la classique de 150 kg qu'on utilise depuis pas mal de temps et sur tous les conflits récents. Oui. Et ensuite, elle est déclinée en 500 et en 1000 kg. Et donc le gros apport du F4, c'est la 2SM 1000 kg. Donc la flexibilité de la 2SM, le gros apport de cette munition, c'est le fait que ça soit plus une arme qui est balistique, donc avec un point de tir qui est ponctuel dans le ciel, comme avec une GBU-12 par exemple. Là, on a vraiment un domaine qui est étendu et on a une bombe qui va voler de manière un peu plus fine et du coup avec des portées étendues. La 2SM offre aussi ce qu'on appelle un KAP, c'est un kit d'augmentation de portée, donc c'est un petit réacteur à l'arrière de la bombe. On a la frontière entre la bombe et le missile, oui. Très clairement, mais on a des distances de tir qui sont très intéressantes dans des environnements qui sont un peu moins permissifs, qui nous permettent de rester un petit peu éloignés de la menace. Je vais juste ajouter un petit élément, parce que j'étais préparateur de mission sur Rafale, c'est vrai que quand on préparait certains types de bombes, on voit qu'il faut être pile à la bonne hauteur, pile au bon endroit, pile à la bonne vitesse pour larguer, tandis que là maintenant il y a une sorte de banane dans le ciel. En fonction de la trajectoire du Rafale, il y a cette banane qui va évoluer, et donc en montant un peu, peut-être qu'on peut rester hors de portée d'un missile, tout en sachant qu'on peut passer dans cette zone, larguer la bombe, et elle va faire son travail toute seule. C'est ça tout l'apport de l'A2SM par rapport à des bombes de génération plus ancienne, où on va récupérer un domaine de tir beaucoup plus grand, et donc une beaucoup plus grande flexibilité pour le pilote, qui va lui permettre de s'adapter à une menace au moment du tir, qu'elle soit solaire ou aérienne, qui viendrait un peu bouger, qui viendrait impacter le plan du moment. Si on passe sur le radar, le RBE2, donc il est maintenant à balayage électronique à antenne active, AESA, est-ce qu'il y a des améliorations dans ce domaine également? Alors on a des améliorations qui sont logicielles et un petit peu matérielles aussi. Comment elles vont se traduire pour le pilote? On a récupéré une capacité à faire du GMTI, donc c'est traquer des choses un peu comme on fait dans le ciel, mais on va traquer des choses qui bougent sur le sol. Donc le radar va nous permettre de faire ça, et on a aussi on a amélioré la résolution et la capacité d'imagerie de choses fixes au sol, et ça s'appelle le SAR, c'est un mode qui est assez connu. C'est-à-dire qu'on peut créer des images à partir du radar et on peut détecter des véhicules qui bougent à quelques dizaines de kilomètres avec le radar. Exactement. Et donc ensuite potentiellement les engager et créer une piste dans le système dans le SNA de l'avion et ensuite la traiter avec l'armement qu'on a disponible. Les armements qu'on a aujourd'hui, dont la 2SM, sont capables de traiter des cibles mobiles. Donc on a une continuité entre la détection jusqu'à la mise en œuvre de l'arme. Si on regarde toute la dimension logicielle, parce que là on parle quand même de systèmes qui évoluent techniquement, enfin matériellement un petit peu, mais qui a des grandes évolutions logicielles, on a vu aussi que les Indiens avaient particulièrement apprécié le soutien, l'aide à l'appontage. Alors est-ce qu'il y a d'autres intelligences comme ça qui sont en train d'arriver? Alors on va, de toute façon, avec la complexité qui grandit énormément autour de cet avion, autour de nos missions, on va avoir besoin d'aide, ça c'est très clair. Donc les aides à l'appontage, ça c'est quelque chose qui arrive là incessamment sous peu sur Rafale, qui va globalement nous offrir une meilleure efficacité. Il y a un peu plus de sécurité, puis surtout une meilleure efficacité, un meilleur rendement.
Après, on va avoir d'autres choses. C'est pas des choses qui sont encore arrêtées, mais on parlait ensemble tout à l'heure de maintenance prédictive, de choses comme ça. C'est des choses qui vont venir relativement naturellement, normalement. Et puis, on a déjà un petit peu sur la F3R, mais ça va être encore plus approfondi. C'est des choses voilà, qui existent déjà et qui vont tout doucement se renforcer. Mais c'est un peu moins mon domaine, la maintenance. Et les moteurs? Alors les moteurs, le moteur, lui, le M88, il vit. Il a tous les ans et demi à peu près, il a des mises à jour logicielles. Donc matériellement, le moteur n'a pas évolué depuis un petit moment. Pas de façon majeure en tout cas. En revanche, il a des incréments logiciels qui arrivent de manière assez régulière et qui permettent d'augmenter légèrement les performances, qui permettent d'augmenter la sécurité, qui permettent d'être sûr qu'on a toujours le meilleur de ce qui se fait sur ce moteur. Et puis peut-être un petit peu moins de consommation. Donc, un petit peu moins, mais c'est déjà un moteur qui consomme très très peu pour la poussée qu'il développe. On va rappeler que le Rafale a un des meilleurs ratios poids de l'avion, capacité d'emport des bombes avec un moteur qui est effectivement particulièrement efficace. Oui, c'est un Rafale, qu'il soit air ou marine, on est à moins de 11 tonnes à vide et on peut monter jusqu'à presque 25 tonnes quand il est chargé complètement, donc c'est assez considérable. Il y a de la masse. Si on regarde un peu plus loin, si on regarde le standard F5, alors déjà on parle de quelle échéance temporelle? Alors F5, il est prévu au milieu de la décennie 2030 à peu près. Et ensuite, le deuxième volet, ça sera l'apport d'une nouvelle mission sur le Rafale qui consiste à faire de la suppression de défense solaire ennemie, donc on appelle ça de la SID ou de la DID. Donc on est encore dans des phases où on réfléchit à quel armement on va mettre versus quelle capacité on souhaite traiter en face. Nous, ce qui nous importe, c'est de pénétrer des dispositifs de déni d'accès dans des phases où on a envie d'avancer. Donc on va avoir besoin de traiter des systèmes très longue portée, mais aussi des choses plus mobiles, avec des portées plus faibles, mais du coup leur mobilité faisant qu'ils sont compliqués à targeter et à viser. À atteindre. Donc il y a deux types d'armements qu'on va venir développer pour ces deux types de menaces bien spécifiques. Alors très concrètement, on va donner des exemples qui sont concrets d'aujourd'hui. On voit que les Ukrainiens ont pu intégrer des missiles AGM-88 qui remontent jusqu'à la source d'émission d'un radar. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait imaginer avoir à cette échéance-là. Alors, ce qu'il faut, sans parler de choses sur lesquelles on n'a pas encore décidé, parce que c'est bien ça qu'il faut voir, qu'il faut garder en tête, la GM88, c'est une autre génération. Oui, bien sûr. Ça fonctionne ça donne quand même de bons résultats. Ça fonctionne. Ce qu'il faut garder donc, en tête, c'est des systèmes longue portée type S400 qui ont, eux, le mérite d'être relativement fixes, où du coup, là, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est de la survivabilité au travers de cette bulle et de la portée pour permettre aux porteurs de rester loin de ce système-là. D'autres munitions qui vont être capables d'aller traiter des choses qui sont par contre beaucoup plus agiles, beaucoup plus mobiles, avec des portées plus faibles, où là, on va, en plus d'aller chercher cette survivabilité, on va avoir moins besoin de portée, mais par contre, on va avoir besoin d'un autodirecteur sur la munition qui va être capable d'aller trouver le fameux système au sol. Et tout à l'heure, on parlait de reconnaissance automatique et de détection et de reconnaissance automatique par des algorithmes d'IA. Et il y a des chances que ce soit vers ce genre de solution qu'on se tourne, plutôt que vers des choses qui vont remonter un faisceau radar. On va aussi être précis. Là, c'est parce qu'on parle de solutions souveraines, mais on peut imaginer, je ne sais pas, l'Inde demain veut intégrer le Spear EW, peut-être qu'eux, ils pourraient avoir cette capacité. Là, on parle vraiment de vouloir rester souverain du début jusqu'à la chaîne, jusqu'à la fin. Bien sûr, ça c'est quelque chose qui est très important et qui dirige la plupart de mes travaux dans le bureau programme. On a un besoin d'avoir une BITD souveraine. C'est une stratégie très long terme. On a besoin d'avoir nos industriels qui sont compétitifs sur ce genre d'armement parce que ces menaces stratégiquement nous intéressent sur le long terme. Et du coup, oui, évidemment qu'on pourrait... il doit y avoir ce genre de système existe sur étagère. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que nos industriels soient compétitifs et soient forts pour développer des munitions dans ce domaine-là, et indépendants. Un autre nouvelle intéressante, on a vu avec la loi de programmation militaire le retour d'un successeur au drone de combat, le Neuron, qui est absolument magnifique déjà, c'est le premier point. Ça, c'est pareil, c'est pour 2035, c'est pour accompagner le Rafale F5 ? Alors, c'est un peu moins mon sujet. Moi, je m'occupe de choses qui existent ou qui sont en passe d'exister. C'est pas que ça n'existe pas, mais moi, je m'occupe vraiment du Rafale. Le Neuron, du coup, existe depuis quelques années.
et va servir donc ça c'est dans la LPM, va servir de base de développement pour un drone, encore une fois plutôt franco-français, qui pourrait accompagner le Rafale, mais ça sera à hauteur du F5, voire plus tard. Voire un peu plus tard. Donc on a encore une bonne dizaine d'années de développement pour avoir, ça veut dire que le Rafale serait accompagné. On voit par exemple les doctrines américaines qui évoluent, dans lesquelles ils nous disent qu'ils veulent 2 drones ailiers par F-35. Aujourd'hui, on n'a pas encore calibré notre Alors besoin. la doctrine d'emploi doit être en cours de définition, mais encore une fois, elle n'est pas faite dans mon bureau. Et elle est assez sensible encore, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui réfléchissent à ce genre de concept. Oui. Et du coup, encore une fois, notre souveraineté et notre indépendance sur ce genre de concept est assez clé. Donc, mais oui, le Rafale aura a priori, en tout cas c'est demandé, un drone accompagnateur à l'échelle F5, donc mi-2030. Et donc on aura des drones sur le PANG qui accompagneront le Rafale, ça va quand même être sympa. De toute façon, quand on parle Rafale, tout ce qu'on développe sur le Rafale, toute la compatibilité doit pénétrer le porte-avions, et donc le PANG. Tout ce qu'on développe, tout le PANG est développé pour qu'on puisse prendre l'entièreté du panel de ce qui est développé sur Rafale. Un tout dernier point, je sais qu'en France, on a furtivité, on estime que c'est pas quelque chose qui est forcément indispensable, en tout cas que la furtivité, elle sera valable 5 ans, puis après, c'est pas forcément pertinent. Est-ce qu'on a quand même une volonté d'améliorer la discrétion sur le Rafale? Alors, la discrétion sur Rafale, c'est à mon sens pas vraiment le sujet. Aujourd'hui, le Rafale n'est pas dans une génération où on va aller chercher forcément ça, hein, ce qui va plus nous importer sur le sujet du Rafale aujourd'hui, c'est plutôt sa survivabilité, plutôt que d'être discret. Aujourd'hui, nous, comme on a parlé tout à l'heure du ratio masse à vide, masse max, on cherche à faire, avec le standard F4 et le standard F5, on cherche à faire du Rafale un vrai camion à munitions. Et donc c'est pas en emportant autant de choses sous les ailes qu'on sera particulièrement discret. En plus de ça, comme tu l'as dit, c'est des technologies qui évoluent très vite. Donc c'est peut-être des choses qui seront concentrées sur le successeur du Rafale et sur le SCAF et sur tous ces concepts-là. En revanche, nous, ce qui nous importe sur le Rafale, comme j'ai dit, c'est de survivre, c'est d'aller jusqu'au point de tir, de rentrer et de mettre en œuvre son armement sans être menacé par les systèmes adverses. Donc cette survivabilité, elle va passer par des améliorations logicielles et matérielles du Spectra, du radar pour... Système de guerre électronique de protection. Ouais. Mais aussi par notre capacité à tout simplement voler plus bas, ce genre de choses, à être donc on ne va pas forcément à chercher à être discret, mais on va chercher à être survivable. Voilà. Donc c'est pas de la furtivité par les formes ou par des peintures absorbantes, là ce sera de la furtivité tactique. Et d'ailleurs le Rafale n'a pas besoin d'un pod dédié, je dis ça par rapport à un avion américain qui a besoin d'un pod spécifique pour faire du vol en très très basse altitude. Le Rafale c'est déjà intégré dans l'avion. C'est complètement intégré. Rafale, même en lice, est complètement capable de faire du suivi de terrain, que ce soit basé sur le fichier. Donc le Rafale, on peut parler du suivi de terrain quelques secondes si tu veux. Ah oui, oui. Le Rafale peut faire du suivi de terrain selon deux grands modes. Soit il va évoluer dans un monde de dalles, qui est ce qu'on appelle le SDT fichier. Donc c'est un modèle numérique de terrain. On a des dalles le Rafale évolue là-dedans. Ce qui permet du coup de ne pas émettre. Voilà. Ou alors on peut faire du SDT radar, donc ça c'est un mode plus ancestral, mais qui marche très très, très bien aussi. Donc voilà, le SDT il est embarqué de manière native dans l'avion. On n'a pas besoin de pod externe pour faire ça, et ça marche plutôt bien. Il est très efficace dans le domaine. J'ai une question qui a été posée plusieurs fois en commentaire de la chaîne. Quand on fait des vols qui vont aller très loin, à très longue élongation, 8-10 heures, est-ce que le pilote peut mettre son avion en vol automatique? Est-ce qu'il peut dormir dans l'avion? Alors c'est physiquement possible, c'est en revanche pas du tout conseillé. C'est pas l'idée de dormir dans un avion, on est tout seul, c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Ce qu'on peut noter derrière cette question, c'est que oui, nos vols sont de plus en plus longs, et ça c'est dans un petit cockpit comme celui du Rafale, ça peut vite devenir compliqué physiologiquement parlant. Et du coup, ça c'est des choses qui ont des chances d'être développées sur F5 et sur la suite. Ça va être des systèmes de monitoring du pilote pour vérifier que... alors le truc qui vient en premier, c'est tout ce qui est la partie hypoxique, s'assurer que ça c'est surveillé. Mais c'est aussi des baisses, des parties d'hypovigilance qui sont normales et naturelles dans un vol de 8 heures. Eh ben, excellent. Arthur, un grand merci. Avec plaisir. C'était passionnant.
On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt au Studio Aérocosmos.